Je commence, je t'ai eu, hein? Okay. Alors, bonjour tout le monde! Cette semaine au Fala, on a Laurence avec nous. Laurence, tu viens nous parler de... En fait, je pense que tu vas venir souvent nous parler de plusieurs trucs. Oui. Parce qu'on t'a découvert, tu nous as découvert, en fait, grâce à S'explique. Moi, je connaissais S'explique, je ne connaissais pas Laurence. Et puis, et ce qui est arrivé, c'est que Laurence, elle nous a écrit. Puis elle a fait « Hey, moi, je suis bonne pour probablement parler de ça, de ça, de ça. » Puis on a comme fait « Oh, des gens qui savent ce qu'ils sont et ce qu'ils valent, nous, on aime ça. » Fait qu'on s'est dit « Voilà, je vais y passer à POC direct parce que quand elle est arrivée ici, elle prenait des photos du micro. Puis elle a fait « Excuse-moi, tu peux-tu te tasser un petit peu? T'es dans le shot. » Puis j'ai fait « Oh, cette madame-là, c'est ce qu'elle veut. » Oui, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Oh, c'est ce qui fait se que passe, voilà. Alors voilà, Laurence, madame, présente-toi au complet, au grand complet. Ben bonjour. Moi, en fait, je suis sexologue professionnelle. Je fais partie de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Allô, là. À l'OPSQ. Je fais partie aussi de l'Association des sexologues du Québec. C'est donc, vrai. 1+1. J'ai une certification en intervention en toxicomanie. Oui. Donc, j'ai fait de la santé sexuelle. En ce moment, je fais aussi partie d'un collectif au BNL qui s'appelle On s'explique ça, qui fait de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Et je fais de l'intervention avec les adultes, les jeunes, et je travaille pour l'organisme Interligne comme coordonnatrice des programmes portant sur les violences Interligne qui s'adressent aux gens qui sont concernés par les diversités sexuelles et de genre. Fait qu'elle niaise pas. Fait que voilà. On a compris, elle niaise pas. Alors voilà, nous, ce qui nous intéressait, Ouais. c'était... parce qu'on avait fait un épisode avec Varda, je sais pas si les gens qui écoutent en ce moment s'en souviennent ou qui l'ont vu. On a fait un épisode avec Varda pour nous parler de son trouble de bipolarité et des effets des médicaments sur la sexualité. Pour après ça, se rendre compte qu'il n'y avait pas juste les médicaments prescrits qui pouvaient avoir des effets sur la sexualité. Hein? Il y a beaucoup de drogues qui peuvent avoir des effets sur la sexualité. Puis on s'était dit, ça serait le fun que quelqu'un qui connaît et les drogues et la sexualité vienne nous parler de ça. Fait que je pense que tu es la personne parfaite pour ça. Qu'est-ce qu'on mange en hiver quand on consomme et qu'on fait de la sexualité? C'est ça la question? En fait, c'est parce qu'il y a 20 millions de questions qui viennent en même temps. C'est-tu dangereux? C'est pas dangereux? Qu'est-ce que ça fait comme effet? Est-ce qu'il y a des gens qui font juste le sexe là-dessus? Il y en a, tu comprends? Fait que tu comprends? Il y a plein d'affaires. Moi, ce que j'ai entendu quand je grandissais, j'étais plus un ado ou même jeune vingtaine. C'est beaucoup l'ecstasy. Les gens faisaient beaucoup d'ecstasy, puis il paraît que c'est l'affaire du siècle. Puis j'étais comme, ouais, moi, je suis pas intéressé, parce que ça reste une drogue, là. Fait que je sais pas. Ouais. J'en entends moins parler, mais bref. Ouais. Ben, en fait, c'est parce que c'est comme pas un sujet, c'est plus comme 1 million de sujets. Premièrement, chapeau à Varda. Moi, Varda, c'est bouge de là, c'est qu'est-ce que je voulais avoir de l'air quand j'étais un enfant. Je voulais être un jeune adulte comme à bouge de là. Tout mon esprit de quoi être comme une femme est basé de bouge de là. Donc, chapeau à Varda. J'ai été vraiment déçue d'arriver à l'âge puis que ça n'existe plus. Ben, c'est parce qu'en fait, quand tu arrivais à un certain âge, tu voyais que c'était quétaine, bouge de là. Oui. Mais que c'était cool pour les beaucoup plus jeunes. J'ai jamais vu que c'était quétaine. Moi, quand j'étais mais jeune... c'est parce que tu étais jeune quand tu le regardais. Ah non. Moi, mais quelqu'un d'un peu plus vieux, ça n'avait pas l'air d'un vrai club, là. Hey, je gardais des enfants. Je pense que je devais avoir 13-14 ans. Je me disais, un jour, je vais aller à bouge de là puis je vais danser de façon aussi... lascive et c'était libérée. ça, libérée. J'allais être une femme libérée. Finalement, ça a fermé puis j'ai jamais pu. Donc, acte manqué. Vardan, on se reprend pour un bouge de là 2000. Bon, en fait, narcotique et sexualité. En fait, tu sais, la sexualité, c'est tout un champ. Les narcotiques, c'est tout un champ aussi. Et il y a plein de questions qu'on peut se poser. Oui, il y a une interaction, c'est évident. Quand on parle de narcotiques, on parle de substances psychoactives, on parle de drogues légales, qu'on appelle les drogues licites. Puis on parle aussi de drogues illicites. Les drogues illicites, c'est toute la catégorie de drogues qui sont pas légales, cocaïne, héroïne. Mettons, là, si on passe par la première question, qui est la plus simple. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un déciderait de faire des drogues et avoir... Pourquoi? OK. Ben, pourquoi tu veux faire du snowboard quand il fait soleil? Parce que c'est le fun, puis parce que c'est le fun. Fait que tu veux faire de la sexualité parce que c'est agréable, puis faire de la drogue, pour certaines personnes, c'est agréable. Donc, les deux ensemble, ça fait 2 positifs, donc ça fait 2 agréables, tout simplement. Donc, mixer la sexualité et la drogue, là, c'est vieux depuis la nuit des temps, depuis qu'on a
qu'on a découvert que mâcher des feuilles de cacao ou mâcher des feuilles ou des champignons ou de boire du vin, ça donnait des effets, bien évidemment, on s'est laissé à ces effets-là et on en a profité et on a mixé la sexualité. Mais quand tu dis c'est parce que c'est plaisant puis c'est parce que c'est plaisant, ça, c'est des gens qui vont utiliser et le sexe et la drogue récréativement. Mais aussi, je sais qu'il y a des gens qui vont utiliser la drogue pour pas être en train de penser qu'ils font du sexe. Oui, bien c'est sûr que évidemment quand on consomme des substances, il y a certains impacts sur le corps. On peut vouloir consommer puis pas nécessairement penser à la sexualité, puis ça va nous entraîner à avoir des comportements sexuels. Quand on pense... Attends, excuse-moi. Oui, c'est ça. Tu vas prendre une consommation. Oui. Sans nécessairement dire, OK, bien après ça, je vais avoir du sexe ou je vais avoir des comportements sexuels. Mais parce que ça désinhibe ou peu importe. Parce que ça désinhibe, parce que je veux plus de drogue, parce que je me mets dans une situation parce que je suis sous l'effet de. Okay. Ça va entraîner des comportements sexuels ou ça va entraîner une sexualité que normalement, je n'aurais pas eu de façon sobre. OK, je comprends. Moi, je dis ça parce que quand je travaillais avec les femmes victimes de violences conjugales, à un moment donné, le sexe à jeun était comme plus intéressant parce que c'était pas du sexe qui était intéressant à la base, c'est dans le sens que si ton conjoint veut avoir du sexe avec toi après t'avoir battu, ben il y a des bonnes chances que tu n'aies pas de désir. Fait que t'aimes mieux geler tout ton corps que de faire ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on le sait que les drogues ne sont pas juste c'est comme des choses pour geler. On sait qu'il y a une grande partie de la population qui prennent des drogues pour le plaisir, dans le sens récréatif. Puis il y a sûrement des mix à ne pas faire. Moi, je me souviens dans le temps que je faisais des raves, puis que, moi, je fais partie de celle qui a trippé solide sur l'ecstasy. Fait que, tu sais, comme, moi, à un moment donné, je me suis dit, il faut au moins que je sache qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est quoi les effets. Et j'étais au cégep et je me souviens d'avoir fait un sondage, là, parce que tu as un cours au cégep là, qui est genre, il faut que tu fasses une recherche, là, puis compiler des données, puis toute la patente au cégep. Puis ta recherche, c'était quoi faire sur l'ecstasy? Non, c'était... le prof du cégep t'a demandé, fais de l'ecstasy, compile tes données. Non, c'était, est-ce que les gens qui consomment de l'ecstasy savent ce qu'ils consomment et quels sont les effets. Fait que la première question, c'était, avez-vous déjà consommé de l'ecstasy? Si la personne cochait non, ben là, on passait à d'autres choses. Si la personne cochait oui, ben là, il y avait une série de questions de tu sais quoi, puis avec des choix au hasard, puis bon, toute la patente pour savoir c'était quoi. Parce que moi, je suis issue d'un milieu policier. Fait que chez nous, c'était pas tabou, c'était très connu, on en parlait beaucoup. Puis mon père, monsieur, à un moment donné, m'a déjà posé la question, t'as-tu déjà essayé telle affaire? Puis j'avais dit, pose pas de questions que tu veux pas connaître la réponse. Puis il a fait, mais au contraire, il dit, moi, je vois pas un si gros problème à quelqu'un qui essaie quelque chose parce qu'il est intrigué versus quelqu'un qui fait quelque chose parce que à un moment donné, il s'embourbe là-dedans puis il a besoin d'aide. Avec un consentement. La GRC a un très beau poster d'ailleurs sur toutes les drogues de synthèse qui renouvelle chaque quelques années. Là. C'est d'ailleurs la GRC chez nous. Oui, ben c'est ça. Tu dois avoir beaucoup de ces posters-là avec toutes les couleurs et toutes les sortes. On avait beaucoup de choses. Mais oui, je veux dire, il y a des gens qui vont prendre une certaine drogue puis ça va donner une espèce d'attente. En fait, la problématique à vraiment répondre à ta question, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de variables. Quand on prend une drogue, ben ça va dépendre de la qualité. Quand ta recherche demande est-ce que tu as déjà fait de l'ecstasy, beaucoup vont dire oui. Puis finalement, quand on va évaluer qu'est-ce qu'ils ont pris, finalement, il y en a pas mal moins qui en ont fait qu'ils pensaient. Pas beaucoup d'MDMA beaucoup d'MDMA, beaucoup de speed puis de petites vaches, puis de mort au rat. Donc, finalement... De mort au rat? Oui, c'est ce qu'on a déjà trouvé dans des comprimés. Ben, du comète, de la poudre de néon. Tout à fait. Du Windex. Du Windex. Tu sais, ils coupent la drogue avec beaucoup, oui. beaucoup de marde. Là. Moi, mon département, ça. L'économie est dure, même pour les drug dealers, apparemment. Et voilà. Donc, il y a des gens qui vont consommer de l'ecstasy pour avoir une sexualité plus débridée avec cette attente-là. Donc, la quantité, la qualité, ce que tu prends, mais aussi dans quel contexte. Un contexte de rave, ben tu t'attends à avoir ça. Un contexte chez toi avec tous tes amis, tu t'attends peut-être pas à avoir une sexualité, mais ça se peut qu'il y en ait
parce que X, Y, Z. Je comprends. Et il y a aussi le facteur de la personne, tout le contexte de la santé mentale, l'état d'esprit, ta composante. Une personne qui mesure 5 pieds 2, 100 livres versus un grand gars de 200 livres, 6 pieds 6, ben l'effet sera pas le même tout simplement par comment le corps va l'intégrer. Puis évidemment, ben c'est toute la biologie du corps aussi. Donc, il y a tellement de facteurs qui peuvent modifier l'effet d'une drogue sur quelqu'un. Puis en plus, ben il y a évidemment le mode d'ingestion. Le mode d'ingestion, c'est est-ce que tu l'as sniffé, est-ce que tu l'as avalé ou est-ce que tu l'as injecté. Et là, évidemment, l'effet va changer. Maintenant. Et inséré, oui, au niveau de l'anus. Oui. Est-ce que, parce que moi, je me souviens, j'entendais ça, là, pas vrai, là, écrivez-moi pas pour savoir c'est qui mon pusher, là, ça fait des années là, que je donne plus dans le domaine, là. Mais moi, j'entendais souvent, faut jamais que tu fasses de l'ecstasy ou du speed avec du Viagra. Et pourtant, j'ai tellement vu souvent des gens mixer ça. Ouais. La même chose avec, genre, il faut pas que tu prennes de l'alcool puis des Red Bull. Puis ils font des Red cocktails. Mais dans les bars, en plus, ils te vendent ça séparément. Il n'est pas mixé. Il va te vendre la canette de Red Bull avec ton... Sauf que quand tu achètes une bouteille, ça vient avec. Exactement. Ça se déresponsabilise. Chiant. Fait que les bars se déresponsabilisent, mais en même temps, ils encouragent parce que quand tu achètes une bouteille de vodka, qu'est-ce qu'ils te servent avec? Du Red Bull, du jus de canneberge puis du jus d'orange. Ouais. Mais oui, en effet, il y a des mix qu'on ne peut pas faire. En fait, les situations les plus problématiques sont dans la multitoxicomanie, c'est dans les combos, dans le mixing qu'on fait, des cocktails. On fait des cocktails de un peu de ci, un peu de ça. C'est dans ces mixtés-là que va se révéler une problématique au niveau du corps parce que souvent, c'est des effets complémentaires ou c'est des effets qui vont se polariser carrément. Okay. C'est-à-dire que c'est une petite boule d'explosion de saveur que toi, tu t'attendais pas nécessairement. Okay. Donc, on va voir souvent que les gens vont vouloir avoir une sexualité plus débridée, plus libérée avec de l'ecstasy, par exemple, ou même avec de la cocaïne. Mais là, ils vont voir que leurs réponses sexuelles vont diminuer, ils vont pas répondre comme eux ils s'y attendent. Donc là, ils vont rajouter là-dessus un petit peu de Viagra, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Fait qu'en fait, la réponse sexuelle du corps n'est pas celle-là que le cerveau veut. Voilà, exactement. En fait, la réponse sexuelle, c'est quand ton corps se prépare à avoir une activité sexuelle. Donc, la sudation, quand tu vas commencer à lubrifier au niveau des organes génitaux, quand tu vas avoir une érection, donc tu le sens. Cardiaque. Exactement, la palpitation cardiaque. Donc, quand les gars disent, par exemple, quand ils sont en état d'intoxication au niveau de l'alcool, là, j'ai vraiment envie, mais je réussis pas à bander, mais c'est comme pas surprenant, en fait. Parce que oui, l'alcool, au début, va t'amener une petite excitation, on est sur le party, on sent cochon, mais un verre de trop, puis là, notre corps est rendu dans l'aspect dépresseur de l'alcool, et ben là, finalement, le pénis, il vient plus. Aussi. Il est un peu déprimé, oui. Le pénis, c'est ça. La chose qui arrive, moi, j'ai entendu des gens étant dans les bars que c'était la coke qui leur faisait ça. La coke ne leur permet pas d'avoir aucune relation. Là, ben oui, en fait, c'est drôle parce que beaucoup de drogues, on les prend parce qu'on veut se libérer. Ouais. Tu sais, les désinhibitions, là, c'est tout simplement pression sociale, ton image aux gens, tes codes moraux, tes codes culturels et religieux, puis on veut consommer pour se libérer de ça. C'est là qu'on voit que la sexualité, c'est tabou, hein? Parce qu'on veut consommer pour être le moins conscient possible pour pouvoir s'écouter. Pour plus penser à ce que les autres vont penser. Exactement. Donc, on prend les drogues pour avoir une sexualité plus libérée, plus honnête par rapport à soi-même, mais souvent, ces drogues-là vont avoir un impact. Puis là, évidemment, la question ici, c'est au niveau de l'habitude. Hein? Tu sais, l'accoutumance, ça fait pas de discrimination. C'est pour les hommes, les femmes de tout genre et de toute ethnicité. L'accoutumance, c'est quand ton corps, il répond plus comme la première fois parce que tu es un petit peu comme habitué. T'sais. Parce que nous autres, c'était ça, la question du public, et tu l'as devancé, Preach. Ouais. La personne se disait comment ça que quand j'ai commencé à faire de la coke, j'étais dur, solide, puis que là, j'arrive plus à avoir d'érection. Donc, c'était une super bonne question. Tu m'en avais parlé, puis j'y ai réfléchi. Puis finalement, la question, tu sais, il y a des paramètres qui nous manquent ici. C'est quoi ta consommation réelle? Ça fait combien de temps que tu consommes? C'est quoi ta quantité? Mais si on fait juste écouter le message, c'est, tu sais, au début, là, quand tu consommais, tu étais peut-être bien excité de faire de la coke, puis tu étais
était peut-être bien sur le high du contexte de « Hey, je fais de la coke, hey, c'est le fun, hey, je me sens puissant. » Peut-être que tu osais en faire moins aussi parce que tu savais pas. Exactement, t'en faisais peut-être moins. Fait que l'érection vient beaucoup plus facilement. Mais à un certain moment donné, quand tu consommes un peu plus régulièrement ou tout simplement plus grande quantité, ben ton corps puis ta tête, ils s'habituent à l'effet de la drogue. Ils s'habituent à contrôler l'effet de la drogue. Je suis pas mal sûre que la première fois que ce gars-là, il a fait de la coke, il y avait peut-être des petits tics au niveau du visage. On lui a probablement dit « Mon Dieu, que tu as de l'air gelé. » Donc, cognitivement, le corps, la tête va s'habituer à gérer les petits tics, à gérer l'espèce de too much, là, comme on dit souvent. Tu sais, tu as de l'air gelé, dude. Gère-toi. Donc, à un moment donné, tu te gères tellement que le pénis, il suit. Le pénis, il se gère aussi, finalement. Le fait que tu voulais, tu sais, comme, plus avoir à contrôler toutes tes inhibitions. Ton corps le fait, là, pareil. Tu le remets à te contrôler. Tout à fait. Pour pas avoir de l'air gelé. Exactement. Fascinant. Tu m'avais dit, tu m'avais donné une autre question que je pense qui est intéressante aussi. Au niveau du Ritalin, tu m'avais dit, très intéressant, il y a une mère qui a envoyé un message qui dit, moi mon enfant prend du Ritalin, je veux savoir s'il va avoir un impact sur la sexualité. Là je veux dire, tu sais, je vais le dire à tout le monde là, tu sais, c'est des questions. J'ai pas de contexte, je connais pas la personne, je connais pas le dosage, je sais pas ça prend depuis combien de temps. Je ne suis pas un médecin, je ne veux pas que cette dame-là aille voir son médecin en disant il y a quelqu'un qui a dit le contraire. Je fais juste donner de l'information. Évidemment, la molécule du Ritalin ressemble à la cocaïne, donc évidemment, il faut faire attention, il faut avoir des suivis avec son médecin de façon régulière. Techniquement, il n'y aura pas d'impact sur les fonctions sexuelles. Par contre, au niveau des cellules... Quand on dit les fonctions sexuelles, ça veut dire la capacité d'avoir une érection ou non, ou au niveau du désir. Par contre, au niveau des cellules dopamine, c'est pour ça qu'il faut observer et il faut aussi garder des suivis réguliers avec le médecin et faire des évaluations. Qu'est-ce qui peut arriver au niveau des cellules dopamine? Ben, c'est parce que, évidemment, c'est un peu comme la cocaïne. Tu sais, si tu as tout le temps un high, à un moment donné, ton high dans la vie de tous les jours, il est un petit peu difficile à avoir, exactement. Okay. Donc, tu sais, c'est pas parce que votre enfant a besoin de son Ritalin maintenant qu'il va en avoir de besoin dans 20 ans. Donc, c'est pour ça que les suivis avec le médecin est vraiment nécessaire, d'évaluer le dosage vraiment nécessaire. Puis pour les nouveaux parents, puis là, j'avais fait une petite recherche là-dessus, puis c'était super intéressant, il y a un risque pour les garçons, les jeunes enfants et les adolescents qui prennent du Ritalin pour la première fois. Si vous remarquez que votre enfant a une érection ferme de plus de 4 heures, c'est un des effets secondaires du Ritalin. Comme le Viagra? Oui, exactement. Donc, si votre enfant a une érection pendant plus de 4 heures, arrêtez le Ritalin. Ben oui. Donc, voilà. Pauvre enfant. Je pensais même pas que ça se pouvait. Parce qu'imagine, il y a une érection de plus de 4 heures, mais il est tellement amorphe qu'il fait rien pour. C'est grave. Mais c'est parce que ça devient carrément dangereux. Oui, c'est dangereux pour les vaisseaux. T'imagines-tu 4 heures? C'est longtemps. J'imagine, ouais. C'est long. C'est long. Puis c'est un peu poche pour la maman aussi d'amener ton enfant à l'hôpital, dire mon enfant a une érection de 4 heures suite à sa première prise de Ritalin. C'est une situation cocasse. C'est cocasse, mais j'aimerais mieux la vivre que de faire vivre l'enfer à mon gars pour une heure de plus. Oui, mais c'est peut-être une drôle d'histoire à raconter dans 20 ans, un souper de Noël par contre. Tu rappelles-tu la fois, avec devant ta petite blonde, l'histoire. T'as-tu raconté l'histoire du Ritalin? Oui. Mon gars, il a 3 ans et demi, il est bandé pendant la nuit quand j'y change, mettons, son pantalon parce qu'il y a eu une fuite ou quelque chose du genre, tu sais. Puis j'attends, tu sais, comme parce que je fais comme, c'est pas le fun. Ouais. Là, non, c'est ça. Puis mais pauvre chou, si je pensais, je serais comme ça n'a pas de sens. Là, ouais. Puis tantôt, je pensais que tu en allais dire, les nouveaux parents d'enfants qui commencent à prendre le Ritalin n'ont plus de vie sexuelle. Oh mon Dieu, c'est déprimant. Parce que les autres aussi, tout d'un coup, là, tu sais, il est comme ouais. Malgré que peut-être là, il est moins speedé, tu sais. Ouais. Puis, ben, il y a bien des gens qui prennent du Ritalin sur une base illicite. Donc, quand je dis illicite, qui en prennent sur une base récréative. Parce que j'imagine que quand tu es un enfant de bonne famille ou de moins bonne famille, c'est peut-être un peu tricky d'aller voir un dealer, d'aller chercher du speed
de la coke. Donc, c'est peut-être plus facile de demander à ton chum qui a une prescription ou à ta mère qui a ça, ou d'aller voir un médecin et dire « Ah, je fais du TDAH », puis c'est comme plus facile d'aller chercher une prescription. Donc, il y a des gens qui font du Ritalin sur une base récréative. Ou quand tu es à l'école dans la session d'examen. Mais il y avait ça. Mais c'est vraiment déconseillé. Adderall, c'est très déconseillé. Surtout pas si tu n'en as pas besoin, parce que ça ne fait pas le bon effet pour toi. Mais moi, j'ai vu justement, il y avait Les Invincibles. Il y avait un épisode à un moment donné où est-ce que Mehdi Boussaïdan, il faut qu'il écrive quelque chose comme 20 minutes en 24 heures pour aller faire la première partie de Gad Elmaleh à New York. C'est ça le synopsis. T'sais. Fait que finalement, ça marche pas son affaire. Puis c'est surtout 20 minutes parce qu'il est porte-parole genre d'une vie sans drogue. Puis là, il y a comme tout c'est comme le clash de valeurs. Là, il veut du Viagra pour écrire plus vite ses jokes. Puis, pas du Viagra, du Ritalin pour plus écrire ses jokes. Mais moi, quand tu as dit que c'est la même molécule que la coke, c'est très similaire, il y a sûrement des parents en ce moment qui font comme je vais jamais donner ça à mon enfant, tu sais, parce que eux autres, déjà qui sont contre ça, s'ils entendent ça, je me dis, est-ce que ça va venir valider? En même temps, je veux dire, il y a plein... Quand tu dis la même molécule, c'est quoi la différence? C'est des molécules qui sont similaires. C'est pas une nouvelle pour personne. Je pense que le Ritalin peut être super approprié pour certains enfants. Je pense que d'aller voir son médecin, de faire évaluer son enfant et de bien voir, ça vaut la peine. Ça a changé la vie de plusieurs enfants et de plusieurs adultes. Je pense qu'il faut pas se freiner à prendre une médication qui est appropriée pour soi. Il y a des gens qui prennent des antidépresseurs, on va pas leur dire « Ben voyons, ça va affecter ta vie ». Tu sais, les antidépresseurs, il y a bien des gens qui ont des problématiques de désir après. Mais entre une personne qui est suicidaire et une personne qui a une petite baisse de désir, moi, je m'excuse, mais si la personne a besoin de ça, c'est que c'est correct d'évaluer chaque cas. Commençons par le garder en vie pour qu'il puisse baiser plus tard. Tout à fait. Donc, c'est pas mal ça. Oui, exactement. Donc, puis, je veux dire, il y a plein de médicaments qui sont... Tous les médicaments sont des dérivés de drogues quelconques. Je veux dire, il y a l'héroïne, la morphine, il y a toutes ces drogues-là que les gens prennent de façon récréative. Il y a des médicaments. À une certaine époque, on prescrivait de l'héroïne aux enfants pour les faire dormir. On a déjà prescrit de la cocaïne à des femmes. L'opium, je veux dire. C'est tout des dérivés de... C'est très social et c'est très générationnel. Hein? Donc, si vous lisez même le cannabis, si vous lisez certaines études d'il y a même 10 ans et plus, on va dire que le cannabis, c'est la mort. Pourtant, aujourd'hui, le THC est de plus en plus étudié et là, on y découvre des propriétés très positives. Donc, tu sais, narcotiques et sexualité vont de pair tout simplement parce que ça amène certains plaisirs. Tout est dans le dosage. Le but de ce que je viens de dire, c'est pas d'encourager les gens à vous jeter chez votre pharmacien du coin ou d'aller voir votre dealer. Pas du tout. C'est de tout simplement un peu rappeler à l'ordre, confirmer certaines attentes et surtout de consommer de façon intelligente et sécuritaire. C'est quoi ça, consommer de façon intelligente et sécuritaire? C'est-à-dire, est-ce que vous savez qu'est-ce que vous consommez? Est-ce que maintenant, il y a de plus en plus de techniques où est-ce qu'on peut tester la drogue qu'on prend? Est-ce que vous consommez de façon consentante? Est-ce que vous êtes avec des gens dont vous connaissez, que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous avez une porte de sortie si vous ne vous sentez pas bien? Est-ce que vous avez déjà consommé autre chose? Est-ce que vous êtes dans un état stable mentalement? Oui, parce que là, en ce moment, on est beaucoup dans une phase où est-ce qu'on essaie de rééduquer la population au consentement éclairé. Parce qu'il y a beaucoup de ça. Là. Avant, c'était no means no. Hein? Non veut dire non. Mais là, on a changé la donne. Ce n'est plus non veut dire non. Ça te prend un oui éclairé. Ouais. Donc, pour avoir un consentement de quelqu'un, il ne faut pas qu'il te rejette. Il faut qu'il te dise oui, je le veux. C'est ça un consentement. Donc, le oui éclairé avec les narcoses, pour moi, c'est là que je fais comme, oh, ça devient touché, là. Bien c'est sûr. une boule de feu, là, qu'il sûr. Faut pas que tu te la gardes trop longtemps dans tes mains. Parce que, tu sais, ce sera pas un oui nécessairement éclairé si le narcotique vient Tout à fait. Puis c'est lequel le narcotique le plus populaire? C'est l'alcool. C'est l'alcool. Mais ces affaires, ça me fait rire un peu. Des fois, j'ai des instances parce que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils consomment. Surtout, je suis pas un consommateur de cannabis, sauf que il y a des gens qui en consomment, puis je leur demande souvent, OK, c'est quoi que tu consommes? Puis ils savent pas. Ils sont capables de me dire exactement quelle bière ils boivent, d'où est-ce qu'elle vient, quelle ça. C'est une IPA, elle vient de Chambly, c'est un gars que je... Mais ton oui, t'as aucune idée. T'as aucune idée qu'est-ce qu'il fait. Tout à fait. Les faits, c'est juste de lait,
l'herbe. Là. Moi, je trouve ça un peu... Ouais. Puis on le sait maintenant de plus en plus que le cannabis avec le CBD, le THC, il y a comme différents... Puis là, je dis ça, là, je parle un peu à travers mon chapeau parce que je fume pas vraiment de cannabis, mais tu vas juste à la SQDC, puis, mon Dieu, c'est un magasin à rayons, il y a pratiquement. une du sativa, du Donc, Lyca, il y a quand même plusieurs sortes. C'est sûr que c'est un terrain glissant, les narcotiques, parce qu'évidemment, on se dit, ben là, est-ce que tu es vraiment consentant quand tu as déjà une petite fiole de GHB dans le corps ou une petite pilule? Mais c'est la même question avec l'alcool. Et puis la question de l'alcool, elle est là depuis la nuit des temps. C'est tout simplement que l'alcool est socialement accepté, tandis que la drogue, elle est encore majoritairement considérée comme quelque chose d'illégal, quelque chose d'illicite. C'est que socialement, c'est accepté, mais encore là, même aux yeux de la loi, je veux dire, s'il se passe X, Y, Z, la première question qu'ils vont te poser, c'est qu'est-ce que tu as consommé cette soirée-là? Tu sais, si tu vas faire une plainte, la première chose qu'ils vont te demander, c'est t'as pris quoi? Parce qu'ils savent que ça change ton jugement dans toutes ces substances-là, que ce soit alcool, drogue, licite ou illicite. Il y a cette molécule-là, si je me rappelle le nom, c'est fuck it. Puis quand t'en prends, tu commences à calter. Vraiment? Beaucoup de choses, soit de l'alcool ou quoi que ce soit. Fait que mais c'est pas la boisson qui ont banni des dépanneurs, ça? Ah non, ça c'est fucked up. Fucked up. Fucked up. Ouais. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui peut m'en trouver en tant que sexologue qui a une expérience en narcotique, je suis très curieuse de savoir. Le si vous avez une fucked up quelque part dans votre dépanneur de votre région, là, Ben, ça qui est existe. resté. moi, j'en veux. Ça- Je veux Ils ont goûter retiré. à ça une fois dans ma vie. Là, tu as dit une petite fiole de GHB. Puis souvent, le GHB, c'est relié à l'agression sexuelle Ouais. et non au consentement. Ce que les gens ne savent pas souvent, c'est qu'il y a des gens qui le consomment volontairement pour eux-mêmes avant d'avoir une relation sexuelle. Fait que je voulais juste que tu éclaires ça parce que si tu dis qu'on est capable de donner notre consentement, mais si c'est pas nous qui avons décidé de le prendre, ça devient touché. Là. Donc, on considère que le GHB et la drogue du viol, en fait, c'est une idée qui est relativement récente. Le GHB est arrivé dans nos vies à peu près dans les années 90 et c'est à peu près dans les années fin 90 qu'on a déterminé que le GHB était la drogue du viol. La drogue du viol initiale, c'est l'alcool. Donc, les effets du GHB, si on consomme uniquement du GHB dans un verre de jus d'orange ou que tu sniffes le sel du GHB, l'effet est à peu près un peu comme l'alcool. Donc, ça désinhibe, ça réchauffe un peu, tu as envie d'être plus social, tu as peut-être un petit sentiment de te sentir un petit peu plus touchy feeling. Par contre, si quelqu'un est dans un état d'esprit, dans un bar ou dans une fête et qu'elle était dans un état d'esprit de boire de l'alcool, donc d'avoir peut-être 2, 3, 6 verres, c'est sûr qu'elle considère, elle est rendue à 1, 2, 3, 6. Mais là, si on lui met une fiole de GHB qui équivaut peut-être à 4 cocktails, bien là, elle n'est plus rendue à 3, elle est rendue à 8. Et donc, c'est là le problème. C'est que la personne n'a pas été consentante d'ingérer cette quantité-là. Et c'est là qu'on associe à l'agression sexuelle parce qu'évidemment, la personne devient beaucoup plus hypothéquée, perd ses moyens. Elle passe d'un état de « je suis un petit peu réchauffée » à carrément « je perds mes moyens ». Mais pensez à quelqu'un qui est très alcoolisé. Au début, là, il est drôle. Mais quelqu'un de très alcoolisé, ça ressemble à quoi? Ça devient lourd. Ça devient lourd, puis le corps devient lourd, la personne a vomi, la personne peut-être s'endort. C'est là qu'il y a des cas de vomissement. Pas capable de se tenir debout. Pas capable de se tenir debout. Bien, ça ressemble à ça, quelqu'un qui est intoxiqué au GHB. Mais de façon récréative, là, moi, j'ai rencontré des bodybuilders. Oui. Pour pas pogner les calories, genre, ouais, de l'alcool. Parce qu'ils ont point, exactement. Ah, fait que il y avait des compétitions proches, mais ils voulaient un peu faire la party. Fait qu'ils avaient, au lieu de, tu sais, pour pas prendre les calories de la bière, ils prenaient du GHB. Comme ça, eux autres, il n'y avait pas les calories, mais il y avait le feeling. Ouais. Donc, ben, de voilà. façon récréative, là, ils en prenaient. On voit qu'il y a certaines drogues qui sont utilisées pour d'autres effets. Tu sais, par exemple, les gens peuvent boire de l'alcool, mais ne veulent pas les calories, ils vont prendre vodka eau. Tu sais, mais on peut utiliser le GHB pour il y en a que ça leur donne un petit goût de dormir après avoir bu autant, parce que là, ça les rend comme amorphes un petit peu. Donc, il y a selon la personne et selon le type de consommation, l'effet peut être un petit peu différent aussi. Moi,
je suis sortie du circuit des bars là, depuis un petit bout quand même. Là. Je suis en couple depuis un bout de temps. Puis on a un jeune enfant, fait qu'on est plutôt dans le circuit des bars. Vous êtes moins cocktail un peu. On est moins cocktail un peu, mais pour moi, cette fameuse drogue-là, à un point tel que j'ai des collègues humoristes féminines qui sont allées faire des corporatifs de Noël, qui ont déjà fait spiker leur verre. Ouais. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai appris que cette drogue-là, elle était aussi récréative, j'étais comme, mais qui prend ça volontairement? Parce que tu comprends pas que le faire sans l'alcool, ça fait pas le même effet que le faire avec l'alcool. C'est l'addition, dans le fond, c'est juste... l'addition. C'est l'addition, ça décuple le truc. C'est l'addition qui est dangereuse. C'est ça. Exactement. Puis le problème avec cette drogue-là, puis pourquoi on l'a tellement associée au viol, à l'agression sexuelle, c'est qu'elle est très difficile à déceler. Ouais, donc, quelqu'un qui est sorti, qui se ramasse chez eux, puis là, il y a comme un blanc, puis elle sent une douleur au niveau vaginal, puis bon, il s'est peut-être passé quelque chose. Si elle va faire un test d'urine, c'est plus dans les urines. Dans un test de sang, c'est plus dans le sang. Par contre, le GHB va se retrouver au niveau de la racine du cheveu. Donc, si un jour, quelqu'un passe en cours, là, racine du cheveu. Racine du cheveu. Intéressant. Voilà. Tantôt, tu parlais beaucoup on a tendance souvent à parler beaucoup des effets des drogues sur la réponse sexuelle du gars. Mais, tu sais, comme dans le sens qu'il ne bande plus. C'est souvent ça qu'on se dit, là. Comme le gars, il est sous, il ne bande plus. Parce que nous, on est quand même, ça ne change pas grand-chose à notre capacité de faire le sexe, tu sais, de le faire. Ouais, faut quand même le faire, attention, et voilà, ça, merci de le souligner parce que oui, on peut quand même faire du sexe, mais la réponse sexuelle chez les femmes, la lubrification, là, c'est pas là juste pour faire joli. C'est là, je voulais aller. C'est là pour, c'est quelque chose d'extrêmement important, premièrement pour le plaisir, mais pour aussi faciliter la pénétration ou faciliter la jouissance, ça relaxe. Oui. Et quand je prends une brosse, là, je deviens tellement déshydratée que mes bouts de doigts fendent le lendemain matin, des fois, là, tu sais, parce que moi, je me ronge beaucoup les ongles, là, tu sais. Fait que puis tu sais, des fois, c'est pire. Fait que là je sens, là, j'ai la face qui craque. Fait que je me dis, non, mais tu sais, tu le sens, là, dans ta peau, là, qu'il n'y a plus, tu sais. Fait que je me dis, oh mon Dieu, c'est la même chose que mon vagin, c'est ça, tu sais, comme dans le sens qu'il lui aussi, il est déshydraté, là, tu sais. Fait qu'il il y a quelque chose, même si t'es bien horny, ça veut pas dire que ton vagin est prêt, là. Non, oui, mais c'est pour ça que l'utilisation de lubrifiants, puis ils en vendent en petits sachets, hein. Donc, pour les gens qui sortent dans les bars ou qui veulent avoir des rencontres sur le moment puis qui boivent de l'alcool, je vous conseille, amenez-vous des petits sachets de lubrifiants dans votre portefeuille, puis juste utilisez-le lors de la rencontre. Que le docteur prend quand elle te fait un pap test. C'est vrai, c'est comme à place c'est un petit sachet. Il y en a même gratuit souvent dans plusieurs organismes LGBT où est-ce qu'ils donnent des sachets de condoms. Souvent, ça va venir avec un petit sachet de lubrifiant, un petit kit. Traînez-vous un petit kit dans votre sacoche comme ça. Ben, avoir du lubrifiant sur la main, ça veut dire que si vous êtes un peu cocktail, mais que vous êtes quand même, vous savez où est-ce que vous en allez, vous avez envie d'un comportement sexuel, c'est juste que votre corps vous a comme pas suivi, mais ça va vous éviter vraiment beaucoup de problèmes parce qu'un rapport sexuel à frette ou la vulve et les parois vaginales vont pas vous aimer le lendemain. Non, c'est ça. Et c'est là la porte d'entrée pour les CSS, pour les infections, tu veux pas pour que les douleurs. ta ploune te boude. Non, c'est pas que ta ploune te boude. Dis comme ça. Mais c'est parce que aussi, ce qui arrive, c'est que c'est la même chose pour le clitoris. Tu sais, si l'homme a de la difficulté à bander parce qu'il est intoxiqué, ben notre clitoris aussi a de la misère à bander. Dans le sens que c'est un engorgement sanguin, c'est la même chose. Et des fois, on dirait qu'il dort. Tu sais, fait que t'as bien beau avoir des très, très grandes attentes parce que d'un coup, tu fais comme là, je suis cochonne! Tu sais, là, je vais le rider par-dessus la lumière allumée! Mais tu sais, comme finalement, il se passe absolument rien en bas parce que t'es homme, là, t'es gelé. T'es sec, t'es gelé. C'est ça. Fait que, sinon, il y a des gens qui consomment certaines drogues pour avoir un comportement sexuel très spécifique. Donc, il y a des gens qui vont consommer la drogue qui s'appelle les poppers, qui est une espèce de solvant. Ça, ils vendent ça, c'est comme un casal de Mingo.
Un Dans le saut de participer à un Poppers. C'est pas un- Dr. Poppers, non? Non. C'est pas ça au dépanneur quand on était jeune. Ouais, des oui. Poppers, c'est ça. Ouais, c'est ce que je me disais. C'est exactement ça. Donc, pendant longtemps, ça a été légal Un bonbon. et deux, distribution de masse dans tous les bons dépanneurs, surtout dans le village, en fait. En fait, ça a été fortement utilisé dans la communauté gay, donc pour les hommes ayant des relations avec d'autres hommes pour des relations pénétratives anales. Donc, les poppers étaient disponibles en vente libre. Maintenant, c'est considéré illégal parce que c'est vraiment chimique, c'est vraiment pas très bon pour les cellules du cerveau, mais on peut encore en commander par Internet parce que, Amazon. Voilà. Mais qu'est-ce qui. Dans Alors, le sens qu'on ça- on vous incite pas à aller les acheter, là. Non. Dans le sens que c'est juste que. Mais c'est une réalité. C'est ça, c'est une réalité, puis c'est pour ça que les gens peuvent en consommer, parce que c'est encore disponible. Tu sais. Oui, exactement. Donc là, quand je parle d'hommes ayant des relations avec d'autres hommes, ça peut être aussi une femme qui a des relations anales. En fait, les poppers sont utilisés pour dilater. Ah, voilà. Donc, pour faciliter mieux une pénétration popper l'anus. anale. Je pense que vous avez fait une Cherry. capsule aussi sur l'anal. Ben oui, Donc, la semaine voilà. d'avant, justement. Ou il y Voilà. a 2 semaines, je pense. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, Ouais. les poppers sont utilisés pour ça, pour dilater, pour avoir des pénétrations anales plus Mais agréables, ça plus dilate faciles. tout, là. C'est pas juste. Dans le sens que Pas tu juste- te mets pas le poppers dans l'anus, puis ça te dilate Non, l'anus. le poppers va dans ta narine, le doigt, le pénis, le dildo va dans ton anus. Dans la narine. C'est la narine qui prend le poppers. Oui, exactement. Mais évidemment, techniquement dans la narine, mais évidemment, on le sait de plus en plus qu'au niveau anal, on peut insérer un tampon alcoolisé, on peut Ouais. insérer un comprimé, C'est on très peut dangereux, by the saupoudrer way. de la drogue au niveau poudre, au niveau de l'anus. On pourrait mettre un solvant au niveau de l'anus. L'anus, dans le fond, c'est juste parce que c'est une porte d'entrée, là, c'est une muqueuse. Oh, oui, c'est mieux que ça l'absorbe tout. là. C'est comme un œil, là. Exactement. Oui. Non, mais c'est vrai. Si tu mets quelque chose dans l'œil, tu vas le sentir vite que ça fait Tout mal. à là. fait, tout à fait. Donc, il y a bien des gens qui pratiquent l'ingestion de drogue, de narcotiques par l'anus. Honnêtement, ça c'est votre vie personnelle. Par contre, c'est une ingestion qui va faire un effet très rapide, c'est direct. Donc, Mais soyez aussi, ça va conscient de irriter l'effet les très rapidement. Et oui, c'est irritant. Tu sais, je veux dire, si tu veux avoir une relation anale, puis tu t'en vas te sacrer quelque chose qui t'irrite l'anus avant, c'est. Tu sais, je me dis. Pas une bonne idée. Tu sais, Oui, c'est- Quand tu disais intelligemment, là, de façon le plus T'as pas ça. pensé à ton affaire, là, t'as pas Tout à tes fait. 4,36, c'est sûr. là. Non, parce que non, mais cette équation-là fait pas de sens, tu comprends? Donc, moi, j'ai mis 4,26. Est-ce que... Ça, je suis ouais, pas dans le c'est ça. jugement, mais Mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est quoi ton soyez niveau d'aimer la cohérent. douleur, mais Soyez tu sais. cohérent. Par contre, ça veut dire que ça dilate tout, là. Ça fait pas juste dilater l'anus, Ouais. là. Dans le sens que si tu le prends par la narine, t'as les pupilles dilatées, t'as le vagin dilaté, t'as Ah, tout oui, dilaté, oui. là. Oui, c'est ça. T'es molle. T'es T'es molle. Non, mais T'es molle. T'es molle. Mais c'est pour ça que souvent, dans certains mix de drogues, comme par exemple du cristal meth, où est-ce que ça va faire une énorme excitation, où est-ce que, par exemple, le cristal meth est beaucoup utilisé dans plusieurs saunas de Montréal, là, où est-ce que des hommes avec d'autres hommes vont utiliser du crystal meth pour avoir des rapports sexuels ou des comportements sexuels sur une longue durée. Une longue durée, je veux dire des heures, voire peut-être même plus que des heures, donc Parce peut-être que- une journée ou deux. Oui, c'est À ça, un parce certain qu'une moment donné, pénétration il va avoir une pénétration de longue haleine ou des comportements où est-ce qu'on va avoir besoin d'une érection de longue haleine aussi. À ce moment-là, le crystal ou les poppers vont être mixés avec un Viagra, par exemple, pour justement. Et là, on se rappelle au début de la capsule où est-ce qu'on a parlé de mixité, de petits cocktails. C'est là que ça devient dangereux parce que dans tout ça, ben là, le cœur, à un moment donné, il suit plus. La déshydratation ne suit plus non plus. La chaleur du corps, à un moment donné, ne suit plus. Et tout simplement, la fatigue. Tu sais, ton corps, là, même si tu la sens pas, ton corps, il est fatigué. il y a besoin un de petit se peu. recharger, il y a besoin Oui, d'une batterie exactement. de sommeil Exactement. et non d'une autre ligne de coke. Exactement. Donc, on peut bien rajouter, saupoudrer, en faire un cocktail de tout ça, mais il faut faire attention au niveau Parce que dans ce temps-là, des je pense effets que biologiques. La et folie physiologiques. embarque même des fois, ça a l'air, parce que tu sais, je veux dire, tu dors pas, puis t'as de plus en plus de mélange de cocktails. Fait qu'à un moment donné. T'as une fatigue, t'as la fatigue du corps, t'as la déshydratation. Déjà, ces deux affaires-là t'as l'effet secondaire de la drogue. T'as beaucoup de paliers de différents trucs.
Oui, mais c'est J'imagine tout tu sais, c'est au niveau de la quantité, de la qualité, puis de la durée. Et puis, tu sais, moi, si je me mets à faire un cocktail comme ça dans 3 jours, si j'ai pas dormi puis j'ai pas bu d'eau, oui, un être humain en manque de sommeil, ça hallucine. Un être humain en manque de sommeil, ça devient dépressif. Une personne qui ne boit pas d'eau, c'est dangereux pour ma santé. Je peux faire un arrêt cardiaque, même si j'ai dans la trentaine puis que je suis pas à risque. Tu sais, je peux faire une crise d'hypoglycémie, je peux faire une baisse de pression, je peux faire de la haute pression. Donc, n'importe quel humain qui s'expose et qui fait des mix comme ça peut amener à des effets dramatiques. Toi, ça te dit quoi, quelqu'un qui consomme pour avoir des relations sexuelles, mais toujours? Bien, moi, je pense qu'il y a une petite problématique parce qu'on se dit, est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose que tu tais à l'intérieur de toi? Et on le voit de plus en plus, les gens qui ont des comportements sexuels seulement après une coupe de cocktail, tu vas leur demander, mais c'est quand la dernière fois que tu as fait l'amour sans avoir bu, puis ils sont comme, ils s'en rappellent pas. Ben c'est parce que, tu sais, quand tu es à jeun, là, tu es conscient de qu'est-ce qui se passe, tu es conscient de ton corps. Si tu veux taire tout ce dialogue intérieur... C'est parce qu'il y a un problème. Il y a peut-être quelque parce que chose t'aimes pas là-dessus. Ce que t'entends. Quelque chose de pas réglé. Exactement. Exactement. Donc, tu sais, l'habitude est toujours problématique. Tu sais, si tu prends l'habitude, ça arrive une fois de temps en temps, ça peut être agréable, ça peut être correct. Si tu prends l'habitude de tout le temps te geler la face ou te pacter avant d'un rapport sexuel, ben, qu'est-ce que tu essaies de taire? Qu'est-ce que tu n'es pas confortable de confronter? Ouais. Exactement. Mais je pense que c'est, tu sais, on est les Fallop, on n'est pas là pour juger, on est là pour informer les gens, on est là pour savoir c'est quoi les faits, puis comment essayer de les gérer du mieux qu'on peut de notre façon. Puis je pense que c'est pour ça qu'on trouvait ça intéressant d'aborder le sujet, parce que non seulement les drogues existent, les gens qui consomment de la drogue existent, le sexe existe, les gens qui font du sexe existent. Alors ces deux gens-là, à un moment donné, ils finissent par devenir la même personne. Hein? Oui. Fait qu'il y a du monde qui consomme, puis qui ont du sexe, puis penser que ça n'existe pas, ben c'est se mettre le doigt dans l'œil. C'est l'objectif de la réduction des méfaits. Juste regardons en face la réalité des choses et avec les conséquences. Parce que ça a été prouvé dans tout que si on informe plus les gens, ils ne font pas plus le comportement, mais bien font mieux le comportement s'ils le faisaient déjà. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre là-dedans. Déjà, je t'aime. Je pense que tu vas être super pertinente sur d'autres trucs. Alors, Laurence Desjardins, est-ce que tu vas revenir nous voir à un moment donné? Avec plaisir. Voilà. Fait que tu m'écriras s'il y a des choses dont tu as envie de parler. Nous, on est toujours ouverts. Ben, je t'ai déjà envoyé une liste, donc voilà. C'est dit. Effectivement. Mais je ne l'ai pas ouvert parce qu'elle a 8 pages. Tu sais, t'as envoyé un fichier zip, là. Il y a comme... Zip! Puis il est apparu à côté, puis j'étais comme, non. J'ai déjà commencé à faire des commentaires comme vous faites des sujets, puis il y a des gens qui répondent, je fais comme, voici mon commentaire, la sexologue. On sent l'amour que t'as pour, oui, à me le mettre dans les dents en tabarouette, qu'elle a son papier, puis qu'elle peut mettre le mot sexologue à côté de son commentaire. C'est la protection du client. Je suis membre de mon ordre. Je fais très bien ça. Je suis très fière de savoir que non seulement il y a des sexologues qui aiment ce qu'on fait, mais qui en plus peuvent venir rajouter leur touche par-dessus nos posts. Puis t'es bienvenue n'importe quand. Et à l'émission et sur notre page Facebook. Ben, ça m'a fait plaisir. La sexualité, c'est bien. Il faut juste en parler plus. Voilà. Hey, ça, c'est dit. Et en faire plus pour certains. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cet merveilleux épisode. On se revoit la semaine prochaine avec un autre épisode.